tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki. Téléspectatrices. De nouveau, nous voici avec les célèbres représentants du MLC au Benelux, le secrétaire général adjoint, le docteur Jean-Jacques Mbongani, avec qui nous avions eu le plaisir d'avoir fait une très bonne interview quelques mois passés. Et nous revoici de nouveau parce que ça chauffe. Quand on dit ça chauffe, le pays a besoin de nous, a besoin des siens et surtout de ceux qui savent réfléchir, parler et analyser. Alors, ce soir, de nouveau à Bruxelles, dans le cabinet du représentant, nous allons essayer de disséquer certains points de l'actualité de nos jours. Bonsoir, monsieur le représentant. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est encore un plaisir d'être parmi le nôtre à travers notre écran. Il s'est bien passé des choses depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Mais malheureusement, comme on dit, il faut toujours adapter les circonstances selon le temps. Et ce soir, nous allons un peu essayer de disséquer point par point certains problèmes qui dérangent, si pas qui préoccupent les Congolais et les Congolaises. Mais avant de commencer, est-ce qu'il serait possible de prendre un peu l'état de santé du MLC de nos jours au pays ici dans la Dessoir? Mais effectivement, d'abord, je tiens à remercier UK Congo Voice pour l'initiative d'aujourd'hui. Vous êtes venus nous interviewer, écouter le point de vue du MLC. Et le MLC, il faut que le peuple congolais le sache, se porte bien. Le MLC, Mouvement de Libération du Congo, créé en 1998 par Jean-Pierre Bemba et ses amis, qui aujourd'hui est un des partis politiques réels, efficaces de l'opposition dans notre pays, fait son chemin. Nous avons eu, après les élections de 2011, un recul en termes de députés élus siégeant au sein de l'Assemblée nationale. Nous sommes au nombre de 22, mais nous apportons un travail de qualité. C'est ça que le peuple congolais doit savoir. Nous venons dénoncer la mascarade qui se passe dans notre pays. Nous dénonçons la mauvaise gouvernance et nous indiquons chaque fois qu'il y a des méfaits au niveau national. Finalement, nous contribuons à l'éveil de ce peuple. C'est un travail majeur, je pense qu'il faudrait le souligner. D'accord. Mais avant d'entrer en profondeur de notre sujet, est-ce qu'il serait possible de connaître un peu la situation de M. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est le président du MLC, bien qu'incarcéré à La Haye? Est-ce que nous devons voir un peu le update, comme nous disons? Oui, effectivement, Jean-Pierre Bemba se porte bien. Vous êtes au courant que le procès est en train d'évoluer. Le 25 prochain, donc le 25 février, ce lundi, le procès reprend. Il faut que l'opinion sache réellement où on est avec Jean-Pierre Bemba dans son procès. Jean-Pierre Bemba est poursuivi après une plainte du gouvernement centrafricain, plainte reçue par la CPI, qui finalement enquête sur des tueries, des viols et des crimes qui se sont perpétrés en République centrafricaine de octobre 2002 à mars 2003. En indexant des militaires qui auraient commis ces crimes, le procureur pense que ces militaires seraient des éléments issus du MLC et attaque Jean-Pierre Bemba comme co-auteur. C'était ça la plainte principale qui a emmené l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Le procureur avait
accusé Jean-Pierre Bemba comme co-auteur avec M. Patassé pour tuer les populations civiles centrafricaines. Très vite, dans l'évolution du procès, les avocats ont pu démontrer que ce n'était pas possible. Jean-Pierre Bemba était à Badolité, il n'était pas en Centrafrique et il n'avait pas de plan criminel avec le président Patassé. Les juges, je dois terminer pour que la population sache, les juges ont forcé le procureur à requalifier. Et donc, il requalifie les charges, c'était en 2010-2011, où Jean-Pierre Bemba est poursuivi maintenant comme responsabilité indirecte, comme chef militaire. On dit Jean-Pierre Bemba savait que ces hommes commettaient des crimes et il n'a pas agi suffisamment et il les a rappelés aussi vite. Mais les avocats, encore, dans leur travail de défense, ont pu prouver que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas savoir parce qu'il n'était pas dans la chaîne de commandement militaire des opérations sur terrain. Et donc, vous avez suivi que maintenant, avant décembre, les juges ont suspendu l'audience, redemandant au procureur de requalifier une deuxième fois dans ce qu'on appelle l'hypothétique connaissance des faits. Donc, Jean-Pierre Bemba est poursuivi en disant qu'il aurait dû savoir. Mais cela est clair parce que dès le début du procès, les avocats de Jean-Pierre Bemba avaient déjà présenté des éléments, des courriers que le président Bemba avait écrits au représentant spécial des Nations Unies, le général Lamine Cissé, au représentant du FIDH et à l'ancien Premier ministre centrafricain. Donc, M. Bemba avait déjà voulu se rendre compte de la situation qui se passait dans ce pays, mais ces lettres sont restées lettres mortes. Mais quelles sont les raisons principales du report? Parce qu'à chaque fois, on fait le report du procès. Est-ce qu'il y a une manigance politique internationale ou bien un complot? Non, mais voilà, donc ça vient d'être dit, les avocats l'ont clairement démontré. Les différents reports, c'est parce que les juges se rendent compte que l'accusation du procureur ne tient pas la route. n'a pas les bons fondements. Voilà. Ok, quelle est la position familiale actuellement? Parce que sa femme est toujours ici en Belgique avec vous. Les enfants, comment est-ce qu'ils gèrent la situation? Mais c'est l'occasion pour le MLC et pour moi-même de féliciter, de remercier l'accompagnement efficace de l'épouse du président, Mme Liliane Bemba Tekshera, qui régulièrement rend visite à son mari pour le réconforter. Et les enfants aussi vont rendre visite à leur père. Et c'est cet équilibre qui le permet d'ailleurs de tenir le coup. Et ceux qui ont l'opportunité de le voir vous diront, il est en forme, il fait du sport, il s'est découvert une passion, la passion de la peinture. Et quand il sortira, je crois que certaines, parmi ses œuvres, seront une très très belle copie. Est-ce qu'il y a espoir pour une libération imminente? Effectivement, si on se réfère à l'analyse brillante de Maître Kilolo qui a été faite à Paris le 15 février dernier, il dit que 2013, c'est l'année de la fin, c'est l'année de la fin de la procédure, et comme les charges ne font que diminuer en termes de teneur, on a bon espoir que Jean-Pierre Bemba sera dehors dans les mois à venir pour permettre d'ailleurs à son parti politique, donc nous et au peuple congolais, de redémarrer dans le sens du combat politique. Une fois libéré, est-ce qu'il sera toujours en mesure de continuer sa lutte en tant que président et puis redémarrer la conquête au pouvoir? Effectivement, je viens de le dire, Jean-Pierre Bemba est le président actif du MLC. Même incarcéré, il est toujours resté présent dans l'image des membres de son parti et même des Congolais, parce qu'il est toujours aimé et largement aimé au niveau national et international d'ailleurs. Donc Jean-Pierre Bemba sorti devrait d'abord se reposer, retrouver sa famille et très vite se lancer dans finalement ce qui a été le sens premier de son combat politique. Pourquoi il s'est mis en politique? C'est pour qu'il y ait plus de démocratie. C'est ce qu'il ne cesse de nous dire chaque fois qu'on a l'opportunité d'échanger avec lui. C'est de contribuer à l'avènement d'un Congo nouveau, un Congo démocratique, avec une réforme de mentalité. Ce qui tue notre pays, c'est que demain, il faut que les gens le sachent, on peut changer les acteurs politiques, économiques, mais si on a la même mentalité, rien ne passera. Bien. Dans pareilles circonstances, il y a souvent des insatisfaits, comme on pourrait les appeler. Il y a des gens qui murmurent par-ci par-là que la position étant devenue très intenante,
normalement, la relève devait être prise par quelqu'un d'autre qui serait, soit au pays, qui serait activement mêlé dans la situation du jour au jour. Est-ce que, comme j'appelle les rebelles, quelle est leur position actuellement? Non, le MLC est un parti politique. L'adhésion étant libre, parce qu'on n'a forcé personne, et on peut le quitter librement. On se rebelle par rapport à quoi? Parce qu'on a un statut et on a un règlement d'ordre intérieur. Le président du parti a été réélu après congrès du parti pour 5 ans. Ben, ceux qui trouvent à redire, il y a des organes, il y a des instances au sein du parti où on peut venir faire des réclamations. Mais contester la présidence de Jean-Pierre Bemba, même incarcéré, n'a pas de sens parce qu'il est plébiscité par tous les membres du parti. Les quelques personnes, d'ailleurs, vous avez vu, point n'est besoin de les citer, qui ont été mécontents, ben, ont quitté le parti, souvent pour rejoindre la majorité présidentielle. Donc on peut... José Makila. Non, on peut comprendre que ceux qui partent vont peut-être pour se rapprocher de la mangeoire, de là où il y a à boire et à manger et des fonctions à prendre à l'appel, alors que nous sommes du côté du peuple, nous attendons que le pouvoir revienne à la population congolaise, à l'opposition, et c'est ça notre combat. Prenons le cas José Makila, parce que c'est un de ceux qui sont partis. Aujourd'hui, il redéfend les valeurs du MLC en quelques phrases. Parce qu'avec la suite le cas du M23, les massacres et tout ça, il est revenu à la raison de la lutte. Est-ce que si demain il réintégrait le pouvoir, seriez-vous à mesure de le répondre? Non, d'ailleurs, je dois vous dire que José Makila est président de son propre parti politique. Je pense qu'il s'appelle ATD. Et il a des membres, il est lui-même... Mais s'il voulait réintégrer... Non. Faisons, il faut que les gens comprennent. Il est partenaire dans l'opposition parce que José Makila, actuellement, est un des députés les plus actifs au niveau de l'Assemblée nationale. Nous, le MLC, on est d'abord dans le sens d'emmener la démocratie dans notre pays. Nous combattons un même régime. Tous ceux qui, avec nous, allons dans le même sens, nous sommes d'accord avec eux. Ok. Tout récemment, nous avions eu la situation qui fait couler de l'encre. Je crois que beaucoup d'entre nous sont confus, beaucoup d'entre nous sont un peu désorientés par rapport au traité de Nice, avec les accords soi-disant des Mateba. Quelles sont les analyses du MLC, ces réactions? Pardon, j'aimerais d'abord compléter la dernière question concernant les anciens membres du MLC qui seraient allés ailleurs. Ce qu'il faut faire remarquer à l'opinion nationale, c'est les comportements du type de l'ancien secrétaire général de notre parti, M. François Mamba, qui a quitté le parti pour rallier la majorité présidentielle. Ça, c'est un comportement que nous décrivons. Parce que quand vous voyez à Kampala, aujourd'hui, parmi la délégation du gouvernement, vous avez des pseudo-opposants qui veulent parler au nom de l'opposition, mais qui finalement, nous le savons, vont crédibiliser la thèse et les démarches de Joseph Kabila et du pouvoir en place. Ceux-là sont des faux opposants qu'il faut que les Congolais le sachent. C'est des gens qu'on doit stigmatiser parce que nous connaissons leur comportement. Voilà. Ils sont passés de plusieurs partis politiques, de l'UDPS au MLC, aujourd'hui de la majorité présidentielle de Kabila, c'est qu'il faut décrire. Okay. Par rapport au traité de Nice, monsieur le journaliste, tout simplement le MLC n'a pas participé à ce traité. Nous avons été informés par voie de presse. Nous avons suivi les polémiques qui ont découlé de ce traité. Je voudrais simplement dire ceci. C'est que nous, MLC, nous sommes engagés dans la lutte pour arriver au pouvoir de manière démocratique. Par les élections. Par les élections. Par la force. Toute autre forme, ça a été à l'époque du MLC mouvement rebelle, et cela s'est terminé après les accords de Sun City. Le MLC lutte parce que nous pensons qu'on peut changer les choses de l'intérieur.
nous ne nous prononçons pas par rapport à un traité dans lequel on n'a pas assisté, et ceux qui ont assisté ont la responsabilité d'éclairer l'opinion et la communauté nationale tant internationale sur les tenants et les aboutissants de ce fameux traité. Bien, si je vous ai bien suivi, vous avez dit que les MLC voudraient reprendre le pouvoir par la voie démocratique. Mais il n'a pas plus qu'une année et demie passée, les élections ont été faites, mais malheureusement, il y a eu cette manigance, comme on dit, de vol des urnes. Mais comment les MLC pourraient reprendre le pouvoir par Mais on est en Parce fait qu'on d'ailleurs. revient encore en 2006. C'était passé en 2006, c'est les MLC qui a été la première victime. La tricherie de 2006 est connue de tous. Et la grosse tricherie de 2011 est connue de tous. Qu'advient-il d'un président aussi mal élu, Joseph Kabila? Il est très faible. Il ne dirige pas le Congo. Mais il est toujours au pouvoir. Oh, vous savez, je crois que c'est sa voie de sortie aussi. Joseph Kabila est le président le moins bien de toute l'Afrique. Il n'a aucune emprise sur finalement la machine politique congolaise. Je peux dire que lui-même subit cette machine. Donc, je crois que c'est la personne qu'il faut déplorer, parce qu'il est très malheureux, parce qu'il ne tire pas, il ne gère pas tout. Par la force, il est imposé, il est décrié. Avoir dans la même capitale un opposant plus populaire, plus célèbre, est-ce un bonheur? Non. Bien. Joseph Kabila, quand il voyage en catimini, alors que le président de l'UDPS, on l'a vu, quand il se déplace, c'est avec toute la foule et la population. Donc, un chef d'État dans un même pays où les opposants le battent à plat de couture au niveau de la popularité, je crois qu'il devrait réfléchir à deux fois. Bien, sur le traité des Nice, justement pour survoler le sujet, est-ce qu'il est admissible à certains individus de prendre la responsabilité d'aller signer un tel traité ou de tels accords? Non, c'est-à-dire que la Constitution de notre pays ne l'autorise pas. Quand on aborde le point sur la souveraineté nationale, la souveraineté dépend du peuple congolais ou de ses élus. Donc c'est très clair, il n'y a même pas besoin à redire, sinon ça serait trop facile. Des groupes de gens se réuniraient à des endroits et engageraient l'État congolais comme ils veulent. Je pense que c'est dangereux. Ça, c'est un point de vue personnel, mais le contour de ce qui a été fait, j'en laisse la responsabilité à ceux qui ont été là-bas. Par rapport à la situation qui a été créée tout autour, aujourd'hui, il y a eu, d'un côté, celui qui a dénoncé le traité, de l'autre côté, celui qui a été accusé d'avoir participé, même indirectement, mais il y a toute une confusion autour. Quels seraient les conseils que le MLC en tant que parti, et vous personnellement en tant que représentant du MLC ici, pourriez donner à la population congolaise? Non, c'est une perte de temps pour la population congolaise. Le peuple congolais n'a pas besoin de cette divergence, de cette différence, de cette bagarre finalement politique sur la place publique. Le peuple congolais a besoin de politique d'alternance, a besoin de solutionner la crise qui se passe à l'est de la République. Il y a de jour après jour, en moyenne, 48 femmes violées sur le territoire congolais. Des enfants en difficulté. L'Est de la République aux mains d'une faction rebelle. C'est ça ce qui préoccupe au plus le MLC. C'est de trouver des solutions pour que le Congo puisse aller de l'avant. C'est pour ça que, fort de tout ce qui précède, le MLC a proposé que nous devons aller, toute la classe politique, la société civile, vers un dialogue national. Parce qu'il y a beaucoup de points qui doivent être rediscutés. La légitimité du chef de l'État, la mauvaise gouvernance, l'insécurité, les guerres à répétition, tous ces sujets devront être débattus par les fils du pays. Mais nous le voulons que cela se fasse sous l'instigation d'un médiateur international et pas de Joseph Kabila, surtout pas de lui, parce que lui-même fait partie du problème. Oui, du problème justement pour en arriver au dialogue congolais, comme on appelait dans le temps inter-congolais. Dialogue national maintenant, à présent. Nous avions eu d'abord les négociations, si pas le dialogue de Kampala. Quels en sont les aboutissements? Et maintenant, on nous parle du transfert, si pas du déplacement de ces dialogues vers le Congo-Brazzaville.
Qu'est-ce que vous en pensez en tant que membre du MLC, responsable du parti, quelle est sa position? Non. Il faut d'abord que les Congolais comprennent bien la situation, de manière chronologique. Il y a d'abord eu le CNDP de Bosco Ntaganda qui a fait la rébellion, et vous vous souviendrez que le gouvernement avec Joseph Kabila, ils ont brandi devant toute la presse nationale et internationale la carte de la paix au lieu de la justice. Alors que ce monsieur Bosco Ntaganda a été réclamé par la Cour pénale internationale. Il fallait protéger Ntaganda pour préserver la paix à l'est de la République. Le CNDP est venu signer à Kinshasa une alliance avec la majorité présidentielle, devant la presse. Trahison. Aujourd'hui, vous savez que le CNDP a aussi des députés au niveau de l'Assemblée nationale. 4 députés de Massissi de la majorité présidentielle. Maintenant, un autre groupe surgit depuis quelques mois, se réclamant M23. Il se réclame des accords du 23 mars 2009. Des accords signés entre le CNDP et donc le M23 est une émanation du CNDP. Comment voulez-vous aller débattre des accords dont vous ne maîtrisez pas ni les tenants ni les aboutissants? Donc nous avons pensé clairement et honnêtement que c'était de la responsabilité de ceux qui ont signé, donc de Kabila et son gouvernement, de discuter avec ceux qui sont en rébellion avec lui. Nous pensons qu'il y a une complicité des acteurs politiques de notre pays, ceux qui gouvernent, avec cette rébellion pour perpétrer l'insécurité à l'est de la République, piller les richesses du pays et finalement distraire la population congolaise et nous retarder dans l'évolution démocratique que nous voulons de tout cœur. Les acteurs de ces dialogues, les principaux acteurs étaient Museveni, Yoweri Museveni et Paul Kagame. Aujourd'hui, on nous parle de ces déplacements vers Sassou Nguesso. Quelle est votre appréciation sur ce point? Non, il faut savoir que le conflit qui se passe à l'Est, passant par le Rwanda, l'Ouganda, bien évidemment, comme on a dit au départ, cette rencontre de Kampala ne pouvait pas intéresser l'opposition, la vraie opposition, parce que ça se passe dans la capitale d'un des pays belligérants dans l'affaire. Donc, plusieurs voix se sont levées pour que, si dialogue il y a, si échange peut en avoir, dans un cadre de cahier de charges plus élargi, que ça se passe ailleurs. C'est pour ça que vous avez entendu parler de Congo-Brazzaville. Mais jusqu'à l'heure, cela n'est pas encore sur la table. D'ailleurs, vous savez que demain, 24 février 2013, sera signé à Addis Abeba l'accord cadre qui, avec 11 pays signataires, qui, semble-t-il, devrait ramener la paix à l'Est, mais c'est aussi, en tout cas, non, c'est encore un coup de bâton dans l'eau. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que parmi les pays signataires, le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays viennent signer pour que le Congo fasse preuve de plus de démocratie, fasse preuve de maintenir la sécurité, de bonne gestion et d'avancer dans la décentralisation et autres revendications. Nous pensons que tout ce qu'on demande au gouvernement congolais de signer demain avec les 11 autres pays serait dû d'abord être au préalable débattu entre fils du pays. Okay. Joseph Kabila, encore une fois, trahit le peuple congolais, va signer n'importe comment, et c'est vraiment au grand malheur. Et c'est bien parce que aujourd'hui, ils sont vers leur dernier retranchement. On a compris son jeu et on ne va plus se laisser aller. Et tout le monde, d'ailleurs le peuple congolais, est contre cette façon de raisonner. Vous avez parlé de la vraie opposition. Tout récemment, d'ailleurs, le MLC, les CID, je crois l'UNC, ont proposé une union de l'opposition. Mais malheureusement, l'UDPS n'a pas l'air de vouloir vraiment se mêler de cette histoire. Quels sont vos points là-dessus? Non, l'union de l'opposition, elle doit exister. D'ailleurs, c'est capital. On ne va pas rester sur les avis des uns et des autres en fonction des épiphénomènes. Même l'UDPS a toujours été d'accord pour que les oppositions se conjuguent. On s'entend rencontrer différents représentants de ce parti
Et jusque maintenant, il n'y a pas de problème. L'UDP s'est simplement exprimé sur le dialogue national, ne voulant pas ce dialogue national convoqué par Joseph Kabila. Le MLC d'ailleurs s'est exprimé pour dire que nous sommes d'accord pour un dialogue national, mais que cela soit convoqué par un autre leader politique africain en dehors de Joseph Kabila. Voilà les points de divergence que nous avons. Dans le dialogue, Joseph Kabila sera aussi partie prenante. Mais effectivement. Ouais. Mais alors, si aujourd'hui l'opposition reprochait à Joseph Kabila de ne pas être le président à la place qu'il faut, Non. pour des raisons... Non. Nous reprochons l'illégalité et l'illégitimité de son mandat. Ouais. Mais nous devons discuter. Mais lui, que nous pointons du doigt, ne doit pas être celui qui nous invite. Voilà un tout petit peu notre point de vue, mais eux pensent que c'est à eux d'inviter les autres et nous ne sommes pas d'accord. Imaginons par exemple déjà l'opposition étant minoritaire au sein du Parlement et du Sénat et que demain les négociations aboutissaient à ce qu'il y ait avantage du côté de la majorité présidentielle. Ne trouviez-vous pas que ce serait légitimé vraiment Joseph Kabila? Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, il est clair pour tous que le gouvernement n'arrive pas à fonctionner. Après un an de mandat de législature, aucun contrôle parlementaire. Le policier touche 55 000 francs congolais. L'huissier, 54 000 francs. Tous un peu en deçà de 65 $ américains. Le député national touche 6 200 $. Inadmissible. Le président du conseil, les gens qui sont, par exemple, administrateurs, président du conseil d'administration, atteignent, selon les sociétés, les entreprises, près de 11 000 $. Ce sont ces écarts que nous dénonçons. Je reviens. Effectivement, au sein de l'Assemblée, tous ceux qui siègent touchent ce salaire-là. Ce n'est pas parce qu'il y a des députés du MLC ou de l'opposition qui ont ces avantages que nous, partis politiques, nous ne pouvons pas dénoncer les écarts de revenus. Mais pourquoi ne pas les retirer du système de façon que vous revendiquiez de bonnes résonances Non, c'est une mauvaise approche de la situation. Nous avons besoin des élus locaux parce que l'hémicycle est l'endroit par excellence où nous mettons le point sur la table. Quand il eut fallu convoquer le ministre de la Défense, c'est au sein de l'Assemblée. Quand il eut fallu dénoncer ce qui se passe à l'Est, le comportement, la trahison du général Amici Tangofor, c'est au Parlement. C'est le Parlement qui est la caisse de résonance des plaintes de la population. Non, nous ne pouvons pas quitter l'Assemblée nationale parce qu'on a un rôle, c'est le rôle d'informer l'opinion nationale et internationale. Parce qu'un député, il est écouté, et s'il fait bien son travail, ça peut remonter plus loin. Ok. Il y a récemment la souffrance des Congolais qui continue, non seulement dans le pays, mais à l'extérieur. Il y a eu l'arrestation de 19 plus 1 Congolais en Afrique du Sud. Il y en a eu 13 en Angola. Est-ce que vous êtes au courant de la situation? Pour vous, quelle a été la lecture de ces arrestations? Bien évidemment, d'ailleurs, je profite de cette tribune pour compatir avec la peine des personnes arrêtées tant en Afrique du Sud qu'en Angola, ainsi que de leurs familles, parce que nous trouvons inadmissible qu'on puisse arrêter des gens simplement parce qu'ils sont opposants à un régime qui, pour autant, est un régime décrié par tous. Le gouvernement sud-africain devrait, à mon sens, libérer ces personnes. Il n'y a pas de raison de le maintenir sous le fallacieux prétexte qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État. Donc nous dénonçons ça fermement. D'ailleurs, c'est au-delà des partis politiques. C'est tout Congolais épris de justice et de liberté qui doit dénoncer ces arrestations. Parmi les arrêtés, il y a eu Étienne Karabila Taratibou, que je crois que vous connaissez très bien. J'ai eu à discuter avec juste pas la veille pas de son arrestation parce qu'il est allé se présenter personnellement à la police prétorienne, mais malheureusement, il y a le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Informations, la mère Mende, qui en a fait des commentaires. Quelles sont vos réactions par rapport à cette situation? Non, mais il faut que le peuple congolais arrête d'écouter ce monsieur Lambert Mende qui ne fait que débiter des mensonges et des diatribes parce que venir à la place publique démontrer que
Étienne Kabila n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila, c'est une contre-vérité. On a vu dans le passé le chantre du kabylisme, dans la personne de Francis Kalongo, venir rencontrer Étienne Kabila en Afrique du Sud. Donc je pense que ce point n'est même pas à discuter. Monsieur Étienne Kabila, autant que les autres membres arrêtés, doivent être libérés parce qu'ils sont congolais. Il n'y a aucune raison de le maintenir en détention à la demande du gouvernement congolais. Ce sont des signaux qui nous fâchent, qui nous déçoivent. Bien. Si nous devons revenir un peu sur la situation de Kabila, parce que lui, Lambert Mende, le ministre de l'Information, a mentionné d'autres noms, par exemple Aimé Kabila et Hortense Kabila, qui est en Angleterre d'ailleurs, et a dit qu'ils n'étaient pas non plus les enfants de Mouzé. Ils ont remis en question les revendications de la famille Kabila. Comment pourriez-vous expliquer que 3 membres d'une famille soient réfutés et qu'il y a seulement un qui soit... Mais je crois que votre question comporte la réponse. C'est une manière d'essayer de laver, de donner une nouvelle identité à celui qui est à la tête de notre pays. Malheureusement, toutes les démarches de Lambert Mende, nous connaissons sa façon de penser, nous connaissons la logique de ce pouvoir, c'est de discréditer les vrais Congolais et d'essayer de crédibiliser une thèse pour asseoir le pouvoir de Joseph Kabila. Non, nous ne bouffons pas de cette sauce et ça n'intéresse pas le peuple congolais. Finalement, nous avons besoin qu'il y ait un changement. Et ce changement ne doit pas passer par de l'intoxication. Ce que Lambert Mende fait, c'est de l'intoxication et de l'endormissement du peuple congolais. Bien, nous arrivons vers la fin de notre émission, mais en quelques mots, comment trouvez-vous l'avenir politique de la RDC en général? Ben, notre pays est en difficulté, comme ça a été dit depuis le début de l'interview. Nous espérons que les choses vont changer vite. Ça va changer comment? Par la volonté de ce peuple. Ce peuple a déjà montré à 2 fois sa volonté de changement, mais cette volonté a été réprimée. En 2006, en votant Jean-Pierre Bemba, mais la communauté internationale a voulu autrement. En 2011, en votant M. Étienne Tshisekedi, et encore une fois, Joseph Kabila, son pouvoir et la communauté internationale ont décidé autrement. Maintenant, le peuple doit prendre conscience. Cette conscience est déjà active. Vous voyez au niveau de la diaspora, cet éveil de conscience pris par tous les membres de la diaspora, encore plus par ceux qui se disent combattants, résistants. Ça, c'est un éveil qu'on ne pourra plus faire marche arrière. Demain, le pays est à nous et nous ne nous laisserons pas faire. Restons vigilants, peuple congolais, parce que l'avenir est de notre côté. Nous devons simplement aller dans le sens du changement et surtout pas avec la haine, mais avec l'amour. L'amour de conjuguer ensemble pour que demain, le pays soit totalement libéré, que la démocratie soit installée, qu'il y ait un éveil économique et social. Parlons des perspectives d'avenir du MLC. En quelques mots, comment pouvez-vous brosser l'image de l'avenir? Même le MLC est totalement dans l'espoir que Jean-Pierre Bemba sera libre bientôt, comme ça a été dit précédemment. Nous espérons sa sortie. Nous avons déjà relancé les activités du parti, c'est-à-dire les contacts avec la base, parce que c'est important. L'ancrage au sein de la population, c'est ce qui fait la force d'un parti politique. Et nous, MLC, aujourd'hui, on peut le dire que c'est vrai. Malgré les difficultés qu'on a connues, malgré le départ de certains cadres, nous sommes réellement un parti d'ancrage au sein de la population. Et nous voulons demain prendre les rênes du pouvoir pour améliorer le quotidien du Congolais. Aujourd'hui, il n'y a plus de combat politique sans la résistance, sans le combat. Mais nous voyons que ce soit ici en Belgique, en France, ou en Angleterre, partout dans la diaspora, il y a des scissions entre les combattants résistants, bon, s'accusant des mots par-ci par-là. Quel serait votre appel directement à ces combattants résistants et quel serait votre appel définitif à la population? Non, l'appel à tous les Congolais, c'est l'unité. C'est de taire les divergences, des fois les différences de point de vue. Il faut qu'on puisse se comprendre, d'autant plus que la lutte est commune, d'autant plus que tous ceux qui veulent le changement, quelle que soit la manière ou la façon, on doit essayer de taire nos différences et parler ensemble, communier et conjuguer pour que demain, Joseph Kabila ne soit plus à la tête de notre pays. Voilà ce qui prime pour nous. S'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné ici, que vous auriez vraiment dans le cœur, si vous voulez l'ajouter, vous avez 2-3 minutes.
Voilà. Donc ce qui est important à redire pour que le peuple congolais sache, c'est que l'horloge a déjà sonné. Comme je l'ai déjà dit, à 2 reprises, le peuple congolais a marqué sa volonté de changement, mais cela a été empêché par d'autres puissances. Maintenant, ça ne sera plus possible. Restons unis, confiants, car demain, le pays doit nous revenir. Comptons sur nos leaders. En ce qui nous concerne, Jean-Pierre Bemba est libre, je vous garantis que les choses vont trembler en RDC parce que je sais qu'il est dans le cœur de la majorité des fils et filles de ce pays. Merci bien, monsieur le représentant, Dr Jean-Jacques Mbongani. Je crois que vous avez bien suivi. Je vous ai promis que ce serait du choc et je crois que vous l'avez entendu. Moi, personnellement, je dis ceci, que ce n'est pas la dernière fois que nous l'avons avec nous et il sera là. De toutes les façons, il nous a promis le prochain procès de Jean-Pierre. Nous reviendrons pour en avoir un peu quelques idées. Congolais, Congolaises, je crois que le message a été lancé, l'appel aux combattants et combattantes. Ne ratons pas notre cible, redressons nos armes vers le combat comme tel, essayons de nous séparer des distractions et je crois que ce sera le bien du pays. Quant à moi et quant à UB Congo Voice, nous vous disons merci et grand merci de nous suivre, de pouvoir nous suivre à chaque fois et des moments venus, nous serons encore avec vous. Merci beaucoup, monsieur le représentant. Merci beaucoup. Et au plaisir. Merci à la prochaine. Merci, bye bye. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala